Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Nous allons commencer à l'heure pour permettre à toutes les personnes de faire leur intervention à l'heure et de venir ici à l'heure et d'avoir un temps d'échange suffisant à la fin des différentes interventions. On se présente pour commencer, c'est bon. Donc, moi je suis Gaëtane Philips, cadre de santé IDEB et je travaille au bloc polyvalent pédiatrique, l'hôpital Necker Enfants Malades. J'attends la fin de la sonnerie pour me présenter. Tous les téléphones sont coupés. D'abord, je suis Lina Samrani, responsable pédagogique à l'école de Mondiade et doctorante en sciences de l'éducation au CNAM. Nous allons inviter en premier donc Madame Claire Marchand, qui va nous parler d'une nouvelle division du travail entre professionnels et profanes et l'exemple de deux dispositifs de récupération améliorés à la chirurgie. Il faut partager l'écran. Oui, partager. Alors, en plus, ce que je voudrais dire, c'est que dans mes propos, il y aura un certain nombre d'ellipses ou de raccourcis qui sont liés à cet exercice un peu acrobatique de résumer l'équivalent d'un travail de doctorat en 20 minutes d'exposé. Et puis, ce sujet que je vais vous présenter aujourd'hui cherche à articuler deux disciplines, la sociologie et la médecine de la chirurgie. Et donc, les organisateurs m'ont mis au défi aussi de rendre intelligible le sujet pour les auditeurs des deux disciplines. Donc, je vais passer un petit peu de temps aussi à expliciter les définitions. Et tout ça, en essayant de faire tenir mes propos en 20 minutes. Donc, il y aura certainement aussi bien pour les professionnels de santé des raccourcis qui vous gêneront peut-être un peu et je tiens à m'en excuser. Et je vous renvoie, en tout cas pour la première monographie que je vais évoquer, je vous renvoie à un article un petit peu plus développé, où j'ai pu développer un certain nombre de concepts. Pardon ? Je fais défiler. Pas encore. Qui est cité à la fin de la bibliographie et à la Revue française des affaires sociales. Donc, ma communication porte effectivement sur des dispositifs de récupération améliorés après chirurgie que j'ai pu observer dans deux établissements de soins. Et je vais faire un petit détour par la notion de travail du patient, parce que quand j'évoque la division du travail entre professionnels et patients, ça suppose qu'on accepte l'idée que les patients travaillent, ce qui n'est pas facile à accepter pour les professionnels de santé. Donc, c'est une acception sociologique, et je veux bien la première diapositive, là, s'il vous plaît. Si elle veut bien. Oui. Si elle veut bien. Donc, le travail des patients, c'est quoi? C'est un concept qui a été développé par la sociologie interactionniste dans un hôpital américain, un hôpital public dans les années 1970-1980, donc ça date un petit peu. Et c'est donc le titre, je veux bien la suivante tout de suite, le titre, le terme travail renvoie en fait au mot work, au mot anglais work. Il faut savoir qu'en anglais, il y a deux mots pour désigner le travail. En tout cas, en français, il n'y a qu'une traduction pour deux mots, work et labor. Et ça ne recouvre pas les mêmes choses. Donc, quand on parle, en tout cas, quand Strauss et ses co-auteurs parlaient du travail du patient, ils l'entendaient dans un sens métaphorique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans les descriptions qu'il en fait, ce n'est pas un travail productif, à proprement parler. Donc leur idée, c'est que que le patient peut contribuer à sa guérison par un travail technique, par un travail sur ses émotions, par un contrôle sur la réalisation du travail des professionnels, par une influence sur le travail des professionnels. Donc tout ça, c'est ce que Strauss et ses co-disciples qualifient de travail. Et ils disent aussi que les patients sont une catégorie de travailleurs qui n'est pas si facilement reconnaissable, qui exécute un travail invisible et généralement non reconnu comme un travail. Bien. Non, c'était la précédente. Pardon, alors attendez. Ce que j'étais en train de dire, c'était la diapo d'avant. Excusez-moi, je n'ai pas regardé encore. Pas de souci. Je n'ai pas regardé. Voilà. Donc, alors, excusez-moi, j'ai envoyé une nouvelle version du PowerPoint, mais je vois que c'est pas celle-là qui a été utilisée. Donc, vous avez mes questions. Et donc, la référence, c'est Strauss et al. 1982.
Et donc, j'espère qu'on pourra vous envoyer la bonne version. Et du coup, je vais peut-être... bon, allez, on va le laisser, mais je vous prie du coup de m'excuser, puisqu'il n'y aura pas tout dessus. Alors, la diapo suivante, en principe, elle dit qu'en est-il du travail des patients dans l'hôpital français contemporain, on est bon. Et la suivante, s'il vous plaît. Apparemment, c'est pas on d'accord. peut changer le D'accord, ça serait bien. Donc, à partir de cette question de départ, qu'en est-il du travail des patients dans l'hôpital contemporain, mais j'ai cherché une situation emblématique de l'hôpital français contemporain. Et finalement, en me posant cette question-là, je vais peut-être vous attendre, ou alors vous pouvez m'écouter sans être perturbé par le difficile. Ouais. Ouais, difficile. Parce qu'il y en a deux. Les deux. Ouais. Okay. C'est les deux. On est à la pile. Voilà. Vous allez pouvoir Donc, je reprends le fil de ma pensée. Pour pouvoir explorer la question qu'en est-il du travail des patients dans l'hôpital français contemporain, celle-ci donc, je me suis demandé quelle pouvait être une situation emblématique, il y en a plusieurs bien sûr, mais de l'hôpital français contemporain. Et donc, en explorant ça, je me suis fait la remarque qu'il n'y avait pas un hôpital, mais des hôpitaux, en termes de taille, d'implantation, de statut juridique, de statut des médecins. Alors, quand je parle d'hôpitaux, j'englobe hôpitaux, cliniques, tout ce qui peut s'appeler établissement de soins. Ensuite, je me suis rendu compte que les cliniques occupaient quand même une place particulière dans le paysage de soins français. Fin 2019, il y avait 1354 hôpitaux publics, 983 cliniques privées à but lucratif et 671 établissements privés à but non lucratif. Donc, si on regroupe tous les établissements privés, en fait, il y a plus d'établissements privés que d'établissements publics. Et les cliniques, finalement, c'est un terrain qui a été peu exploré par les sociologues. Or, on constate ces dernières années que les cliniques sont vraiment des incubateurs de réforme. Et pour ça, je vous renvoie à mon article. Et cette fois-ci, vous aurez la référence dans la bibliographie qui est à la fin. Ensuite, on est aussi dans un contexte où il y a une population qui vieillit. Les plus de 65 ans ont gagné 4,7 points en 20 ans et représentent 20,5% de la population en 2020. J'avais aussi envie de m'intéresser à une intervention chirurgicale qui touchait particulièrement cette tranche d'âge. Et j'ai découvert que la chirurgie prothétique de hanche avait été qualifiée d'intervention du siècle. Donc je me suis dit, voilà, allez, ce sera la PTH pour les initiés. 60% des prothèses totales de hanche sont réalisées dans des établissements lucratifs. Donc la boucle est bouclée. Les cliniques, finalement, sont des lieux qui ont été peu explorés par les sociologues. C'est là que se pratique une majorité des prothèses totales de hanche. Donc j'ai décidé d'aller voir comment se pratiquaient les prothèses totales de hanche dans les établissements privés. Ensuite, un des éléments importants, me semble-t-il, dans le contexte actuel de la médecine et de la chirurgie, c'est la question de l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, avec entre autres des standards, on en a déjà pas mal parlé ce matin, standards de prise en charge. Et parmi les standards de prise en charge, il y en a un qui émerge fortement là, ces dernières années, c'est la RAC. Alors la RAC, qu'est-ce que c'est? La RAC, ça veut dire récupération améliorée après chirurgie. En fait, c'est une amélioration des techniques chirurgicales et d'anesthésie en termes de type de chirurgie, micro-invasive, type de produit utilisé par les anesthésistes, qui en fait va réduire les effets délétères de la chirurgie et diminuer le stress physiologique. Et ça a comme conséquence, en fait, plus ou quasiment plus de drains, plus de perfusion, ça permet un lever précoce, ça permet une période de jeûne réduite. Donc en fait, qu'est-ce que ça permet aussi ? Si on le pense en termes organisationnels, ça permet de faire sortir les patients plus vite, si c'est un objectif, ou alors ça permet de réaliser des opérations plus complexes, par exemple qui nécessitaient avant 2 interventions distinctes, et grâce à ces techniques opératoires et d'anesthésie, enfin grâce à la récupération améliorée après chirurgie, finalement on a réussi à regrouper 2 opérations en une, c'est-à-dire qu'on arrive à faire en un temps, et la reprise de chirurgie, la reprise de prothèse totale de hanche en est l'exemple. Il y a des endroits où finalement on dépose et on repose une prothèse totale de hanche en un temps, alors qu'auparavant ça nécessitait de se faire en 2 temps, espacés dans le temps avec une antibiothérapie entre les deux. Donc on est dans un contexte potentiellement de virage ambulatoire de la chirurgie, alors lourde. Alors tout à l'heure,
un chirurgien m'a dit mais la PTH c'est plus considéré comme une chirurgie lourde. Aujourd'hui effectivement ça se fait sur des durées moyennes de séjour très courtes, mais il y a une vingtaine d'années effectivement ça nécessitait 10 à 15 jours d'hospitalisation. Ça aussi c'est une évolution récente de la prise en charge des prothèses totales de hanche. Donc pour m'intéresser à cette question, j'ai réalisé 2 monographies. Alors, mes matériaux empiriques, c'est une pré-enquête auprès de 5 professionnels libéraux. Ensuite, une centaine d'heures d'observation dans 2 établissements de soins. 30 entretiens avec des professionnels de santé, mais aussi administratifs, de direction, des fonctions transverses comme des qualiticiens, des médecins d'usine, des secrétaires, etc. Et une trentaine d'entretiens aussi avec des patients et leurs proches. Donc, ces 2 monographies, qu'est-ce qu'elles ont comme, ces 2 établissements, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Eh bien, ils sont sur le même territoire, ils ont tous les 2 un statut privé, ils posent tous des PTH, ils font, entre guillemets, tous de la RAC. Ils ont des points communs aussi en termes de taille, 200-250 lits et environ 500 salariés. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence? L'un relève du privé non lucratif, alors que l'autre est dans le privé lucratif. Donc, les médecins, d'un côté, sont salariés dans le privé non lucratif et dans la clinique à but lucratif, c'est un modèle hybride, c'est-à-dire que certains médecins sont libéraux et ou actionnaires et d'autres médecins sont salariés, par exemple les anesthésistes. Il y a une participation aux missions de service public pour l'établissement lucratif que je vais appeler établissement A et il n'y a pas de participation aux missions de service public pour l'établissement B, la clinique. D'un côté, l'établissement A, il y a des chirurgiens orthopédiques polyvalents. De l'autre côté, les chirurgiens sont spécialisés mono-articulation, donc le genou, la hanche, l'épaule. Et dans l'établissement A, il y a des prothèses totales de hanche qui sont soit programmées, soit réalisées en urgence, alors qu'il y a uniquement des prothèses totales de hanche programmées dans la clinique. Et ensuite, on voit une grosse différence, alors que les établissements ont sensiblement la même taille, c'est que dans l'établissement A, on pose 163 prothèses de hanche dans l'année, alors que dans l'établissement B, on en pose 1160 dans l'année. Donc ça, ce sont les chiffres de 2020. Alors à partir de là, je me suis questionnée pour explorer la question du travail du patient. Je suis allée regarder un petit peu finalement ce qu'on appelle couramment le parcours de soins, mais que Strauss et la sociologie interactionniste appellent la trajectoire. Alors, c'est pas la même chose. La trajectoire, en fait, c'est en quelque sorte le réel de ce que vit un patient donné dans ce qu'il vit le cours de la maladie, alors qu'on peut considérer que le parcours, c'est une option, quelque chose qui est défini a priori. Donc, dans l'établissement A que vous voyez à gauche, la trajectoire est négociée au cas par cas avec le patient. Il y a une articulation de trajectoire, c'est un terme qui est utilisé par Strauss et ses co-auteurs, qui est coordonné par le médecin généraliste du service de chirurgie, c'est-à-dire que c'est bien le chirurgien qui opère, mais le post-opératoire est géré par un médecin généraliste qui travaille dans le service de chirurgie. Il y a une infirmière de coordination RAC, mais j'ai pu constater que personne en fait ne lui donne de travail. Et le paradoxe que j'évoquais, c'est que c'est un établissement où on fait beaucoup de chirurgie de reprise, donc une repose de prothèses totales de hanche, et que là, on a des DMS en fait qui sont très différentes de celles de la primo-PTH, et ça posait problème avec la T2A. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Donc, dans ces 2 établissements, on voit qu'alors qu'ils ont la même taille, à peu près le même effectif soignant, etc., ben finalement, d'un côté, on a une durée moyenne de séjour DMS qui est de 4,2 jours pour l'établissement A, et que pour l'établissement B, dont je vais vous parler maintenant, la durée moyenne de séjour est de 1,7 jours. Alors, dans cet établissement B, qui est la clinique privée à but lucratif, les options en termes de parcours sont définies a priori à l'avance et selon 2 variables. Donc, la variable, c'est le jour d'entrée. On peut rentrer à J-1 la veille ou à J0 le jour de l'intervention. Et il y a 2 lieux de sortie ou 2 façons de sortir d'une certaine façon. D'une part, on peut sortir en soins de suite et de réadaptation, ou on peut sortir directement à son domicile, retour à domicile. Dans cette clinique, les infirmières de coordination RAC
sont nombreuses. Elles sont 3 et aujourd'hui, à une certaine distance de mon enquête, je crois qu'elles sont 4. Elles sont un passage incontournable du parcours avant et après la chirurgie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chirurgien a décidé d'opérer, ce sont les infirmières RAC qui vont s'occuper de la coordination de ce que j'appelle le parcours, mais bien sûr, ça va avoir un effet sur la trajectoire aussi, c'est-à-dire la réalité de ce que va vivre le patient. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du travail des patients opérés dans ces 2 établissements? Alors, pour l'établissement A, on peut dire que le travail des patients, toujours la dénomination, l'acception sociologique du travail des patients, qu'il est contingent, c'est-à-dire qu'il peut avoir lieu ou il peut ne pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, la contribution du patient à ses propres soins, etc., est inégale, en fait, et fait l'objet de négociations permanentes entre le patient et les soignants. Il y a une unité de lieu aussi et de temps entre le travail des patients et le travail des professionnels, c'est-à-dire que leur travail c'est une coproduction qui a lieu dans le service de chirurgie, puisque les patients rentrent en général à J-1 et puis sortent quand ils sont remis finalement et prêts à sortir. Donc il y a tout un temps où ce travail est coproduit. Et il y a le cas particulier, c'est à ça que je me suis intéressée particulièrement dans cet hôpital, c'est le cas des chirurgies de reprise. Donc, les chirurgies de reprise, c'est ce que je vous expliquais, c'est quand on doit déposer une prothèse pour en remettre une autre. Et ça représente 10% des actes à l'échelon national. Dans cet établissement, ça représente 33% des actes, alors même que vous avez vu qu'ils posent moins de 200 prothèses par an. Donc, en fait, ça représente une part considérable de leur travail. Et donc, ce que j'ai pu observer dans cette chirurgie de reprise, en termes de travail des patients, c'est que finalement, les patients doivent travailler pour se faire réopérer. C'est-à-dire qu'ils sont souvent en errance thérapeutique à la suite d'un différent d'évaluation sur la réussite de la première intervention entre le chirurgien et eux. C'est-à-dire que le chirurgien considère que l'opération est réussie et le patient, lui, à mal, considère que l'opération n'est pas réussie. Et souvent, ça génère finalement des consultations successives où il y a un conflit, enfin en tout cas un débat sur c'est quoi une opération réussie, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à refaire dans cette chirurgie, etc. Et assez souvent, finalement, ces patients, à force de ne pas réussir à se faire opérer par le chirurgien qui leur a posé la prothèse, vont dans cet établissement-là, qui est connu régionalement, pour faire des reprises de chirurgie. C'est-à-dire que c'est par ouï-dire, par relation, ou alors un professionnel, un radiologue, ou le médecin traitant qui finit par leur dire, bah, écoutez, si votre chirurgien ne veut pas vous réopérer, moi je ne peux rien y faire, allez donc voir Docteur Miracle à tel endroit. C'est comme ça que l'appellent les patients, ils l'appellent Docteur Miracle. Et donc, il s'agit de travailler à trouver une option thérapeutique, et il s'agit aussi de trouver un chirurgien qui va bien réopérer. Et après, il y a un dernier travail, mais sur lequel que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, c'est le travail à coproduire l'état des lieux, parce que ces patients arrivent dans des situations de crise de confiance avec le monde de soins souvent, et puis en tout cas la personne ou la figure du chirurgien. Et donc ce chirurgien passe tout un moment à remettre de la confiance et à négocier une forme de contrat qui ne porte bien sûr pas ce nom, mais à négocier les conditions d'une réopération, en passant beaucoup de temps sur les risques pour que le patient et lui partent bien sur les mêmes bases. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Donc, dans l'établissement B, ce qu'on observe, combien de temps il me reste? Il reste 5 minutes. 7 minutes, ça va. Dans l'établissement B, un travail des patients et de leurs proches, en fait, qui est constitué essentiellement de tâches déléguées et prescrites au sens sociologique, par les infirmières de coordination RAC, c'est-à-dire que les infirmières négocient avec les patients, et j'y reviendrai, ce qu'ils acceptent, enfin ce qu'ils prennent en charge. Et donc, en quoi ça consiste qu'ils prennent en charge? Il y a un travail de care qui englobe un travail sanitaire profane, c'est une référence à Geneviève Cresson, externalisé sur le domicile. Ça englobe un travail sur les sentiments, c'est-à-dire la relation à la maladie, au corps, à l'image du corps, etc. Et puis à la peur, on l'a évoqué ce matin, à la peur, au stress, à l'inquiétude.
un travail d'organisation, là je fais référence à Marianne Jarrier, qui est destiné à coordonner, puisqu'on demande aux patients de coordonner ses propres activités, les activités de ses proches et aussi les activités des acteurs professionnels entre eux. C'est-à-dire que le patient sert d'interface entre les patients, entre les soignants hospitaliers et les soignants libéraux, par exemple. Dans un contexte de forte incitation à l'émancipation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mantra de l'autonomie qui est porté, c'est-à-dire vous serez mieux chez vous, vous serez mieux si vous gérez vous-même votre retour à domicile, etc. Finalement, vous venez juste vous faire opérer, donc vous pouvez sortir aussi vite que possible. Et une forte mobilisation des proches, puisque le patient a besoin d'aide pour rentrer chez lui et y vivre sa vie de convalescent. S'il sort le soir de l'opération le lendemain matin, il est quand même foncièrement convalescent, donc les proches sont mobilisés pour l'aider à faire face à cette convalescence. Voilà. Je vois que ça réagit dans la salle, je pense qu'il va y avoir du débat. Alors, que peut-on dire du travail des infirmières? Les infirmières du service de chirurgie coproduisent le soin avec les patients, comme je l'ai dit. Un travail proche de celui décrit par Strauss et ses co-auteurs en termes de périmètre d'activité et de fonction. Les différences, c'est plutôt l'évolution technique, c'est-à-dire qu'elles font des gestes techniques et des actes techniques qui n'existaient pas dans les années 70-80, mais finalement, on retrouve beaucoup de points communs avec la description de la division du travail telle que la faisait Strauss et ses co-auteurs dans les années 70-80. Dans l'établissement B, les infirmières de coordination RAC sont chargées, alors là aussi c'est de la sociologie, ne bondissez pas sur votre chaise, de mettre les patients au travail. C'est une nouvelle fonction en fait. Donc en quoi ça consiste? Elles doivent évaluer les capacités du patient à tenir le parcours et si le patient en est jugé capable, il est incité à choisir le parcours économiquement et organisationnellement optimal pour la clinique. Donc c'est une entrée à J0 et une sortie en retour à domicile. Je ne peux pas développer pourquoi c'est plus intéressant que le patient rentre à domicile plutôt qu'il aille en SSR, mais je vous renvoie à mon article si vous voulez voir le détail. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate aussi sur le travail des infirmières? C'est une augmentation des cadences pour les infirmières du service de chirurgie, puisque bien sûr les patients, le flux est beaucoup plus important. Et un appauvrissement du travail de soins avec une perte de vision globale, puisque les infirmières de RAC ont déjà fait une partie du travail, et la fin du travail d'accompagnement du convalescent, elle se fera à domicile, donc ce n'est pas elles non plus qui le font. En fait, elles sont vraiment sur un segment de post-opératoire immédiat. Et donc, pour schématiser, une standardisation, une segmentation et une intensification du travail des infirmières de chirurgie. Il reste 2 minutes. Pardon, 2 minutes, c'est la dernière diapo, c'est parfait. Donc, pour schématiser, j'insiste sur la schématisation, c'est-à-dire que la schématisation nivelle des tas de choses qui gagneraient à être développées. C'est une montée en généralité qui gomme certains aspects qui sont néanmoins importants. Qu'est-ce qu'on peut dire de la RAC à partir de cette comparaison? On pourrait dire qu'il y a une RAC plutôt à dominante clinique. Et dominante, c'est plutôt pour rendre compte de l'intention première. Donc, cette RAC qui permet de faire des opérations plus complexes, par exemple une chirurgie en 2 temps, la transformer en chirurgie en 1 temps. Mais qu'est-ce que ça génère aussi? Ça génère une forme de désordre organisationnel et économique qui est produit par l'articulation de trajectoires en temps réel et par la complexité des cas cliniques. C'est-à-dire que tous les cas sont différents et du coup, c'est difficile de rationaliser des cas qui sont tous différents. Et puis, comment ça tient cette affaire-là dans cet hôpital A? C'est un ciment symbolique, j'aurais dû mettre des guillemets, c'est Strauss qui parle de ciment symbolique, qui permet de négocier ce désordre. C'est un hôpital qui a une mission sociale très forte, qui a une histoire sociale très forte, et donc il y a un ciment symbolique entre les médecins, les soignants et les administrateurs pour dire qu'on accepte tout le monde et on fait ce type de médecine-là. Et puis ensuite, une logique de sécurité gérée. Mais alors ça, je comprends que je n'aurai pas le temps de développer. Donc la sécurité gérée, ça repose sur la réaction en temps réel de personnes compétentes de façon appropriée. C'est la définition, c'est un concept ergonomique. Et dans la clinique B, une RAC à dominante organisationnelle, avec une décision de développer la RAC qui est à la base fondée sur une équation économique,
de ce qu'en disent eux-mêmes hein, les personnes interrogées dans la clinique, c'est pas moi qui l'invente, une industrialisation du parcours, une productivité organisée du patient qui façonne la division du travail entre le patient et les professionnels et entre les professionnels entre eux, infirmières je précise, et une logique de sécurité réglée. La sécurité réglée, donc c'est l'anticipation de situations susceptibles de se produire et la mise en place a priori de règles et de moyens pour y faire face. Et donc cette logique de sécurité réglée, l'autre face de la pièce, c'est que les patients finalement sont exposés à des aléas à leur domicile, mais la sécurité réglée n'englobe que le parcours hospitalier. Donc à l'extérieur, il y a une relation hein, entre le patient et les infirmières de coordination, mais il est quand même relativement livré à lui-même. Et finalement, qu'est-ce que ça produit? C'est que généralement, il va aller chercher des ressources dans son environnement social du domicile, donc auprès de son médecin traitant. J'ai fini parce que j'ai compris que la page conclusion, je ne pourrais pas le bref. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Nous n'allons pas faire les questions-réponses tout de suite parce qu'il y a 4 intervenants. Il faut donner le temps à tout le monde de présenter et nous ferons toutes les questions à la fin. Donc là, j'invite, voilà, nous sommes déjà là. Donc ce sont voilà, Julia Legrand et Régine Berquet, deux sociologues qui vont nous parler des territoires professionnels en réorganisation au sein des plateaux médico-techniques hospitaliers. Merci. Oui, donc il faudrait la souris. Oui, attendez, je cherche le. Donc, en attendant question que le PowerPoint soit comment il s'appelle l'autre? je vous dis quelques mots sur cette recherche. En fait, avec Julia Legrand, on va faire une intervention à 2 voix. Mais je vais vous présenter qu'une petite partie de la recherche. Cette recherche, elle est le fait d'un consortium qui était affilié à Sciences Po Sciences Po Paris, la direction de Benamouzik. Et l'idée, là, c'était de participer à une évaluation de l'action du PRS, le plan régional de santé Île-de-France. Et dans ce volet, nous, on s'est intéressé avec Julia à un volet qui était celui des plateaux techniques pour savoir comment les plateaux techniques évoluaient, tant au niveau de territoire spatial qu'au niveau de la manière de faire. Alors, pour ça, on s'est... c'est lequel le vôtre? C'est qui? Non, c'est pas grave. Attendez, je vais regarder. Ah oui, c'est là-dedans. Donc, on se situe là actuelle. La question qu'on s'est posée, c'est comment il y a une coopération qui se transforme entre les médecins et les chirurgiens. On est dans une perspective où il y a à la fois de la coopération, mais il y a aussi de la concurrence. Et c'est ça qu'on va essayer d'éviter. À partir du début. Donc, on est actuellement, vous le savez, dans un contexte de forte rationalisation et dans un contexte d'hyper-spécialisation du plateau, avec une pénurie souvent de ressources médicales et aussi de ressources techniques. Donc il s'agit toujours de faire mieux et plus avec les mêmes moyens. Donc on s'est intéressé à ces plateaux techniques, on en a donné une définition un peu sociologique. Certes, on situe les plateaux technologiques comme étant des équipements techniques, mais en étant au cœur d'une écologie humaine qui intègre à la fois des enjeux de ressources matérielles et humaines. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement regarder la dimension technique, l'organisation spatiale des plateaux, mais qu'on s'intéresse aussi aux personnes qui interviennent sur les plateaux et aux professionnels, à la pénurie notamment de professionnels. Donc on a travaillé sur l'analyse des frontières de l'activité, c'est-à-dire où commence l'activité d'un professionnel, où est-ce qu'elle s'arrête, en évoquant la question de partage et d'évolution de ces territoires. On n'a pas toujours la même configuration des territoires. Donc ça, c'est une référence à Abbott, qui est un chercheur américain qui est très mobilisé quand on s'intéresse à la question des territoires, comment chacun travaille les uns par rapport aux autres. Alors, on a privilégié 2 cas, la question de la gastro-entérologie et des endoscopistes. On a regardé comment se situaient ces 2 métiers les uns par rapport aux autres.
et également les cardiologues et les chirurgiens cardiaques. Comment, là aussi, ils se partagent le territoire des interventions. Alors, les chirurgiens du viscéral, vous le savez sans doute, en tout cas je le rappelle, que historiquement, les chirurgiens du viscéral sont la porte d'entrée de la chirurgie, c'est eux qui commencent à former les étudiants en chirurgie. Ils sont donc des acteurs centraux, des acteurs, c'est ce qu'ils appellent, eux, la vraie chirurgie, ceux qui mettent les mains dedans, hein, comme on a pu le voir ce matin. Et ce qu'on a pu constater, c'est que le développement technologique actuellement est en train de reconfigurer la place de ce métier de chirurgien viscéral, parce que les médecins endoscopiques commencent à travailler avec ces chirurgiens, mais également sur certaines interventions, ils les remplacent, ils se substituent à eux. Et donc, c'est la même chose en cardiologie, je vais y revenir. Donc, on a une situation là qui est intéressante parce que c'est une situation de mise en concurrence de ces deux métiers. Alors, les enquêtes de terrain, on a essayé bien sûr de diversifier les lieux d'investigation. On a beaucoup fait d'entretiens, mais aussi d'observations. Donc, on a pris des territoires variés, comme en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines, à Paris aussi. Donc, c'est des territoires qui sont différents d'un point de vue de capital économique, mais aussi de capital symbolique pour les différents types de populations. On a essayé de mélanger des structures privées et publiques. Et enfin, on a à la fois rencontré des professionnels de santé, mais aussi des représentants institutionnels des différents établissements. Donc ça veut dire à peu près 48 entretiens en 2020-2021 en gastro-entérologie et en 2021-22, 55 entretiens en chirurgie cardiaque. On s'est appuyé pour ces entretiens sur le travail d'étudiants aussi de sciences politiques, pour ne pas les nommer, Clémentine Guerriot, Louise Lemaire, Lucille Reynaud et Antoine Claval. Donc, j'en viens aux résultats de la recherche concernant les territoires d'intervention. Donc, on s'est référé à Abbott, dont j'ai parlé précédemment, pour analyser le travail de ces professionnels sur 3 moments du travail. Le premier moment, et c'est un moment qui est connu pour tous les médecins, les professionnels de santé, c'est le diagnostic. Ils transforment un problème qu'a un patient en une tâche que la profession peut s'attribuer. Donc le diagnostic, c'est une tâche. Le deuxième moment du travail, c'est l'inférence, ce qu'on appelle l'inférence, que Abbott appelle l'inférence. C'est une démarche intellectuelle qui va connecter le diagnostic au traitement. Donc c'est une manière de décomposer le travail des médecins. Hein. Et le troisième moment de travail, c'est le traitement, c'est-à-dire ça conduit à répondre aux problèmes du malade en mobilisant ses connaissances spécifiques. Donc, première idée, on constate une extension du champ d'intervention des médecins cardiologues vers l'intervention cardiaque. Les cardiologues portent le diagnostic déjà depuis de très nombreuses années et orientent le patient par une indication du type d'intervention à effectuer. Donc ça, c'est un résultat que l'on trouve déjà dans la littérature en 1994 sur la plume de Ternan. Hein. Mais on sait maintenant que le poids des cardiologues et leur intervention change, puisqu'ils vont intervenir en faisant des diagnostics sophistiqués, hein, qui va s'appuyer sur des différentes techniques d'intervention nouvelles et qui permettront de faire ce diagnostic sans ouvrir le patient pour avoir un accès direct au cœur. Donc, ces professionnels, ils orientent le malade vers une solution plutôt que vers une autre, et ils peuvent, en rentrant dans les artères, aller jusqu'au cœur et faire des diagnostics très sophistiqués. La deuxième chose qu'ils font, c'est la mise en œuvre de l'intervention, et on constate, et ça c'est peut-être un phénomène assez nouveau, que les cardiologues se surspécialisent sur des actes et des techniques, donc ils ont une expérience qui est ciblée
maintenant et qui va leur permettre d'avoir une meilleure pratique et une meilleure reconnaissance. Donc on sait que les chirurgiens eux-mêmes se spécialisent dans les interventions, mais on voit ça aussi pour les cardiologues qui interviennent, puisque maintenant ils vont aussi se spécialiser. Donc on a 3 domaines qui se développent, la rythmologie, la cardiologie invasive et aussi la cardiologie structurelle. Donc avec ces interventions pointues, on a une sorte de forme de rivalité qui s'introduit entre les cardiologues et les chirurgiens, et c'est très intéressant de voir que les frontières, justement, ne sont plus les mêmes qu'avant. La chirurgie, bien sûr, garde une place propre avec des pontages coronaires, des plasties, les remplacements de valves également, mais les cardiologues ont de plus en plus d'interventions et d'interventions concrètes dans la réparation. Donc ça, c'est un phénomène qui nous paraît très important parce que d'une part, ça modifie les places et les prestiges des différentes professions entre les chirurgiens et les cardiologues, mais également ça dit des choses sur la manière dont le travail doit être organisé. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit se pointer une question: comment laisser une place importante aux chirurgiens quand même, sachant que les cardiologues interviennent. Et pour ce faire, on ne peut pas là parler de toutes les solutions, mais on en a repéré au moins 2 qui se font jour. Dans certaines structures, comme pour ne pas y nommer l'hôpital Pompidou, les services sont communs entre la cardiologie et la chirurgie cardiaque. Ils travaillent ensemble et ensemble, ils décident comment le patient doit être opéré. Donc il n'y a plus la concurrence. La concurrence, elle existe, mais elle ne se matérialise pas pour le patient. On propose aux patients des alternatives qui ont d'abord été négociées en amont entre chirurgiens et cardiologues. Enfin, une autre voie de réconciliation, disons, de ces concurrences, c'est de la formation avec des cardiologues qui vont former les chirurgiens sur la dimension interventionnelle pour qu'ils ne soient plus en concurrence. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième thématique que Julia reprend, qui concerne l'endoscopie, mais et qui montre quand même des chemins qui ressemblent beaucoup. Julia, c'est jouable en 7 minutes? Oui, d'accord. On a beaucoup comparé le cas de la cardiologie avec le cas de l'endoscopie digestive et de la chirurgie digestive. Et on a constaté un processus similaire de reconfiguration concurrentielle des territoires professionnels dans ce domaine. Donc ça s'explique parce qu'il y a des spécialistes de l'endoscopie dont le champ professionnel s'élargit, avec des investigations qui sont de plus en plus poussées, allant jusqu'à leur permettre d'intervenir sur les organes. Les frontières entre gastro-entérologues, endoscopistes et chirurgiens digestifs évoluent, ainsi dans 3 domaines. Donc à la manière de la cardiologie, c'est dans le domaine des diagnostics, celui de l'orientation des patients et celui des traitements. Alors, le mandat des médecins endoscopistes élargit dans 2 types d'activités. D'abord en endoscopie exploratoire, qui possède désormais le mandat de diagnostiquer et d'orienter le patient. Donc on sait que le diagnostic en sociologie des professions, on sait que le diagnostic a une importance en termes de valorisation professionnelle, et le fait que ça relève du mandat des gastro-entérologues, en quelque sorte, valorise le métier. Avec ce pouvoir diagnostique, donc l'activité des médecins définit des trajectoires types de patients et de patientes en fonction de leur trouble. Ensuite, on a l'endoscopie interventionnelle qui se développe aussi, et qui est une forme de surspécialisation prestigieuse, avec des évolutions techniques de l'endoscopie qui codifient les pratiques et qui confèrent à la spécialité une légitimité grandissante à intervenir sur le corps. Donc on a de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques qui peuvent entrer en concurrence avec les actes mini-invasifs qui se développent parallèlement en chirurgie. Alors, je me concentre un peu sur l'endoscopie interventionnelle, donc ça consiste à intervenir sur le corps d'un patient pour effectuer un geste thérapeutique. C'est une évolution du métier qui est celui d'effectuer un acte de guérison immédiat qui s'étend sur le champ d'intervention de la chirurgie, qui fonctionne exactement de la même manière. L'endoscopie interventionnelle développe un savoir-faire de pointe avec des outils récents en perpétuelle évolution, caméra performante et réduite, capsule ingérable qui enregistre de l'imagerie en temps réel, bras articulés pour assister techniquement les gestes, retour vidéo en direct, diagnostic d'image assistée par informatique qu'on appelle intelligence artificielle, et même bistouri, ce qui est le symbole par excellence du chirurgien. Donc,
En plus de cette capacité à guérir, ce mandat de guérir s'accompagne d'un risque vital qui est limité en endoscopie. La logique à grand chirurgien, grande cicatrice, comme on en a parlé dans l'autre amphi ce matin, a laissé place à l'idée que le bistouri est une forme de mutilation, et ça peut reconfigurer la hiérarchie entre les disciplines. Alors, ce qui est intéressant dans le fait de prendre pour objet les plateaux médico-techniques, c'est le fait que leur reconfiguration matérielle et les usages qu'en font les soignants incarnent en fait des modifications de territoire professionnel. Alors, qu'est-ce qui concrètement participe de cette reconfiguration? On peut citer les évolutions des systèmes techniques, ceux de l'intervention proprement dite, mais aussi les changements dans les investigations, et enfin les évolutions du système de travail. Strauss, pour le citer une autre fois encore, a montré que les places font l'objet de négociations de l'activité. Dans le contexte des plateaux médico-techniques hospitaliers, l'institution a la responsabilité d'assurer la continuité du service en lien avec les évolutions techniques et les pénuries du personnel. Elle joue ainsi sur les évolutions de l'organisation pour favoriser le maintien d'un service et en adapter les conditions. Donc, le plateau médico-technique, c'est donc un système de travail qui réagence les coopérations entre les métiers en fonction des contraintes qui pèsent sur l'activité. Donc, c'est particulièrement le cas concernant la place de l'anesthésie, comme vous le savez. Aujourd'hui, l'anesthésiste n'est plus le personnage secondaire des blocs opératoires tel qu'il a pu être décrit autrefois. La structure intégrative de l'hôpital public et le manque structurel de médecins anesthésistes en France accentuent leur rôle d'auxiliaire de l'intervention noble et complexe auprès des chirurgiens, mais aussi des cardiologues et des gastro-entérologues. Dans ce contexte, les planificateurs des plateaux médico-techniques organisent des blocs pour que le travail repose davantage sur les infirmières anesthésistes, ce qui semble reproduire la concurrence originelle des deux professions. Alors, un problème concret qui est rencontré, c'est qu'en raison du manque d'anesthésistes, les interventions sont parfois annulées et doivent être reprogrammées, ce qui rend difficile l'organisation. En outre, la réduction du temps d'activité du bloc ne permet plus de rentabiliser, entre guillemets, l'investissement dans les plateaux médico-techniques. Donc, une réponse à cette contrainte se traduit par un changement d'organisation de ces plateaux médico-techniques. Ainsi, les plateaux au sein de la majorité des établissements publics qu'on a enquêtés ont fait l'objet de travaux récents avec des innovations architecturales qui ont été mises en place pour pallier le manque d'anesthésistes, comme par exemple le regroupement des salles de réveil. Alors, le regroupement physique de certaines activités signifie la mutualisation de professionnels qui sont soit peu, soit très qualifiés. Par exemple, le plateau médico-technique du centre hospitalier intercommunal des Yvelines a été réorganisé en 2020. Les blocs d'endoscopie digestive ont été accolés à ceux de chirurgie obstétrique en vue de partager entre les deux services la salle de réveil et les anesthésistes qui y travaillent. Par ailleurs, le personnel en charge de l'hygiène et de la désinfection des endoscopes est réuni dans une salle qui concerne tout l'hôpital en vue de faire des économies d'échelle. Ce manque d'anesthésistes n'épargne pas les établissements les plus prestigieux et les mieux dotés du service public. On parlait tout à l'heure de l'hôpital Pompidou. Sur cet hôpital, le nouveau plateau médico-technique d'endoscopie a entièrement été repensé durant notre enquête. Alors que les blocs étaient auparavant relativement distincts, les travaux prévoient que 4 salles avec anesthésie générale seront disposées autour d'un axe central à partir duquel l'anesthésiste pourra intervenir, sous réserve de déléguer la préparation et le suivi des patients aux infirmières anesthésistes. Donc c'est un mouvement de mutualisation qui s'oppose à un phénomène de séparation spatiale et de distinction professionnelle entre spécialités, que je vais décrire maintenant. Parce qu'en effet, l'efficience par la mutualisation ne doit pas se faire au détriment de la qualité et de la sécurité des soins. Il y a un seuil de taille critique à partir duquel il n'est pas possible de tout regrouper. Un des enjeux de l'hôpital est d'ailleurs d'introduire des séparations entre services. Cette division des espaces de travail est aussi une distinction des mandats professionnels par spécialité médicale. Donc, sur plusieurs établissements, une transformation architecturale a été de séparer les blocs chirurgicaux des blocs d'endoscopie, donc un mouvement opposé à la mutualisation. Ce choix a été motivé par le fait que les interventions de chaque spécialité ne nécessitent pas les mêmes conditions d'asepsie et ne durent pas le même temps. En outre, les spécialités médicales ne bénéficient pas toutes du même degré de prestige et de valorisation professionnelle. Je ne vais pas revenir sur les travaux qui ont étudié la question, mais il y a des statuts différenciés qui confèrent du pouvoir différencié. Et au quotidien, cette hiérarchie entre les disciplines peut être source de tension dans la collaboration au travail. Typiquement, ce qu'on a observé régulièrement sur les services qui ont ensuite divisé leur bloc opératoire entre chirurgie et endoscopie, c'est qu'il y avait une primauté de la chirurgie à réserver des créneaux opératoires, ce qui crée des tensions avec les médecins endoscopistes. Une solution a donc été de diviser les plateaux. Cette séparation matérielle des blocs opératoires incarne l'autonomisation symbolique de l'endoscopie par rapport à la chirurgie digestive.
On observe donc un mouvement général de séparation des activités qui suit une logique de soins et de profession et qui s'oppose à un mouvement de mutualisation qui suit une logique gestionnaire. Mais plus récemment, certaines formes de mutualisation répondent également à une logique thérapeutique. En 2008. Il s'agit de la création des salles hybrides de pointe sur lesquelles interviennent conjointement et simultanément des médecins endoscopistes et des chirurgiens. Donc là, c'est un cas particulier de mutualisation d'activité qui valorise les deux types de spécialités sans se faire au détriment l'une d'entre elles. Je vais directement aller à la conclusion de manière à ce qu'on clôture. Alors, pour résumer, donc l'évolution des techniques et des champs d'intervention conduit à modifier les territoires professionnels ainsi que le cœur des métiers. Désormais, des médecins de différentes spécialités s'immiscent dans le corps pour y intervenir de manière moins invasive qu'autrefois. Avec ça, les frontières professionnelles matérielles et symboliques se redessinent en lien avec les outils supports de la pratique, les évolutions technologiques et les changements d'organisation. La radiologie occupe une place centrale dans le nombre d'interventions et les pratiques interventionnelles peu invasives se développent, ce qui a conduit à réorganiser l'espace des plateaux médico-techniques et les liens entre spécialités. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Nous allons à présent passer à un sujet d'actualité avec l'intérim au bloc opératoire, un mal incontournable proposé par l'automation, chirurgien orthopédiste. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir donné l'occasion d'intervenir dans cette journée. Je suis chirurgien orthopédiste, enfin j'étais chirurgien orthopédiste, et je continue d'avoir des activités, ce qu'on appelle Orthorisque, qui est la société de gestion de risque des orthopédistes. On a été frappé par l'apparition, dans le cadre de celle-ci, de déclarations d'incidents survenant au bloc opératoire avec du personnel intérimaire. Et dans ce moment où finalement le métier et les intervenants changent, il nous paraissait intéressant de se poser la question de son incidence sur la qualité des soins et sur l'organisation du groupe. Alors c'est un phénomène qui est ancien. La pénurie de personnel médical est un phénomène ancien, puisque déjà en 2012, Agnès Poder, qui était directrice de l'organisation des soins, s'était déjà posé des questions sur le remplacement des paramédicaux qui pouvaient partir à la retraite entre 2012 et 2017. On sait que depuis, la crise ne s'est pas arrangée, et notamment au niveau de l'école de formation, puisque 25% des étudiants abandonnent pendant les études, 30% après un an d'exercice et 57% au bout de 2 ans. Ça aurait été aggravé par l'épidémie de Covid, et l'ordre infirmier annonce que 37% des soignants ont changé de métier. Alors, les hypothèses qu'on a formulées sont que le recours à l'intérim retentit sur la qualité des soins et l'organisation du bloc, sur la charge de travail des personnels titulaires, et que le succès du travail en intérim auprès des personnels infirmiers ne s'explique pas seulement par des raisons financières. Donc nous avons appuyé notre travail sur 2 choses. D'une part, une analyse de déclaration d'événements indésirables faite dans le cadre de l'accréditation des médecins travaillant dans des spécialités à risque, et une enquête nationale réalisée auprès de ces mêmes chirurgiens orthopédistes. Un événement indésirable, c'est un événement qui est survenu dans la pratique quotidienne des praticiens et qui a conduit ou non à des conséquences pour le patient, mais qui correspond à un dysfonctionnement. Ils sont déclarés sur le site de la Haute Autorité de Santé et analysés selon la méthode dite alarme pour les normaliser, qui intéresse au contexte immédiat, aux causes entourant l'acte de soins et aux causes organisationnelles plus ou moins éloignées. Ces déclarations sont analysées par d'autres chirurgiens orthopédistes qui sont membres d'Orthorisque et qui ont été formés par la Haute Autorité de Santé à cet exercice. L'idée, c'est de rechercher les causes profondes de l'incident, non pas c'est la faute d'un tel, l'identification des mesures barrières qui n'ont pas fonctionné et d'essayer de trouver des mesures barrières nouvelles qui permettraient d'éviter le renouvellement de cet incident. Ensuite, donc, ces déclarations ont été triées et classées, et à chaque fois qu'un sujet émerge qui peut intéresser l'ensemble de la profession, comme la problématique de l'intérim,
une enquête est proposée à l'ensemble des chirurgiens orthopédistes, et celle-là portait sur le travail et les risques inhérents au travail de l'infirmier ou d'infirmière intérimaire au bloc opératoire, avec des questions fermées, quelques questions. Donc on précisait le statut du déclarant, de l'établissement, l'accueil et la gestion du personnel intérimaire, et les causes des incidents et l'avis personnel du chirurgien sur ce qui s'était passé. Donc, il y a eu 148 événements indésirables sur le sujet, parmi eux 97 étaient survenus au bloc opératoire et 96 fois, et c'est cela qui vont nous intéresser, ça concernait un personnel intérimaire nouvellement arrivé au bloc opératoire. La gravité des événements déclarés, vous voyez qu'elle n'est pas négligeable. Elle est classée en fonction des conséquences de l'incident sur le patient, 28 fois les majeurs, avec 7 réinterventions, et c'est dominé par des pertes de prélèvements faits en péropératoire ou des erreurs de distribution d'implants médicaux qui éventuellement ont été implantés. Significative donc dans 18,5% des cas, c'est essentiellement des ancillaires qui ont été destérilisés ou des DMI qui ne sont pas retrouvés. Heureusement, dans 49% des cas, il n'y a pas de conséquences pour le patient, tout au plus il y a un retard dans la programmation opératoire. Les causes profondes, alors on s'aperçoit que si on les classe par ordre, dans 81% des cas, il y a un problème de communication au niveau de l'équipe. L'individu soignant est incriminé dans 75% des cas, et en particulier sa compétence, et nous reviendrons sur cette problématique, mais surtout dans la moitié des cas, les protocoles de soins ne sont pas disponibles et la définition des tâches qui sont demandées par les professionnels de l'établissement à l'intérimaire ne sont pas claires. Les causes profondes, on a voulu les séparer en causes dites organisationnelles, c'est-à-dire liées à une méconnaissance de l'organisation et des habitudes des chirurgiens, et les erreurs de pratique qui sont des erreurs du personnel lui-même qui s'est trompé pour une raison X ou Y. Et on voit qu'en fait, les causes profondes sont dominées par des erreurs organisationnelles. L'enquête, donc, il y avait quand même 1493 personnes qui ont répondu, principalement des libéraux, je vous le dirai après. Le recours du personnel à l'intérim, est plus fréquent dans les établissements publics que privés, et ça de manière significative. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des intérimaires? Dans 45% des cas, c'est travailler avec un personnel intérimaire une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. À l'opposé, des chirurgiens opèrent dans 20% des cas, moins d'une fois par mois avec un intérimaire. Donc c'est quand même très variable. Et puis, vous avez 5% d'entre eux pour lesquels ce n'est pas un intérimaire qui a été utilisé, mais une suppression de vacation opératoire. Le mode d'affectation, il se fait sans concertation avec le chirurgien dans la majorité des cas, en fonction des besoins et sans tenir compte de la technicité de l'intervention ressentie par les chirurgiens. L'accueil est administratif la plupart du temps. Il n'y a un livret d'accueil pour les personnels intérimaires que dans un établissement sur 5. Et enfin, la relation avec le chirurgien se fait dans 58% des cas. Le briefing opératoire. J'entends par briefing opératoire une réunion de l'équipe qui permet de discuter soit de la journée, soit de l'acte opératoire avant la production de celui-ci. Il n'est fait que dans 38% des cas, avec une participation du chirurgien, comme vous le voyez, qui est rare, même si l'intervention est complexe. Alors les causes des incidents que l'on peut rencontrer et qui sont narrés par les chirurgiens, c'est essentiellement une méconnaissance du matériel et de l'intervention qui sort mais largement devant un défaut de formation ou des compétences de personnel. Les conséquences du travail intérimaire, pour le chirurgien, c'est responsable d'un stress supplémentaire majoritairement, d'un surrisque d'accident, et pourtant, il ne modifie quasiment jamais son programme en fonction de la présence d'un intérimaire qui ne connaît pas les habitudes, et il fait un retour à l'encadrement ou à sa direction de manière tout à fait exceptionnelle. Donc, alors que le recours aux intérimaires ne devrait pas avoir de conséquences sur le déroulé du soin, puisque le diplôme assure une compétence sur le déroulé des soins et le respect des règles d'hygiène, notre travail, comme de nombreuses études, montre que ce n'est absolument pas le cas.
Les causes, alors, quand est-ce que ces éléments se produisent? Quand le taux de personnel intérimaire représente plus que 15% du total des équivalents temps plein de l'établissement. Nous avons démontré dans le travail qu'en fait, c'était souvent l'organisation de l'établissement qui était défaillante, avec une méconnaissance des protocoles et des circuits dans 2/3 des cas, et surtout pas d'accueil organisé pour les intérimaires. Alors nous avons repris les différents traits qui ont été proposés au cours de cette journée, et nous avons commencé par la féminisation de la profession. Pour nous, ça ne change rien, parce que ça fait très longtemps que les femmes sont majoritaires dans cette profession. Le rôle du chirurgien est évident, à la fois parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit attendre d'un intérimaire, il ne fait pas de briefing, donc il ne parle pas avec lui, et surtout, il ne fait aucun retour à l'encadrement du bloc ou, exceptionnellement, à sa direction. Alors, cet élément est quand même relativement important parce que ça traduit, malgré tout, au moins pour partie, une dégradation des relations entre les médecins et l'administration qui, dans ce cas-là, est très préjudiciable. L'administration, pour s'adapter aux contraintes environnementales, tente d'imposer aux professionnels de santé une forme de taylorisation, ou plutôt une McDonaldisation, dans laquelle la relation client est totalement appauvrie, pour essayer d'optimiser les moyens qui sont mis à cette disposition et surtout segmenter les travaux pour en avoir un meilleur contrôle. Mais malheureusement, l'activité chirurgicale, contrairement à un système taylorien, peut varier déjà en fonction des techniques et matériels qui sont utilisés par le chirurgien dans l'établissement, et puis surtout, l'imprévu existe. Et il est évident qu'un infirmier ou une infirmière intérimaire qui vient de débarquer dans la maison, malgré la totalité de ses conséquences, peut avoir du mal à réagir de manière appropriée. Il y a donc en fait une opposition maintenant, finalement, entre une administration dont le mode de fonctionnement est dit une bureaucratie mécaniste, c'est-à-dire qui se fonde sur la séparation des tâches et sur un contrôle régulier, et une équipe chirurgicale qui relève plus de la bureaucratie professionnelle, qui privilégie la relation humaine et où la performance émotive fait partie du professionnalisme. Alors, les causes de ces tensions, les salaires, c'est évident que c'est un problème. Vous voyez sur ce graphique de l'OCDE que la position de la France est quand même extrêmement médiocre en termes de valorisation de la profession d'infirmière, et c'est aussi vrai si on fait un ratio par rapport aux revenus médians. Les infirmières peuvent gagner jusqu'à 2 fois plus, ou infirmiers, excusez-moi, je sexualise trop, mais bon, c'est du réflexe, jusqu'à 2 fois plus en intérim, et comme la sécurité de l'emploi finalement n'est plus une problématique, eh bien, on comprend qu'elle a lieu. Mais pas que. Et lors des journées d'Orthorisque en 2022, en novembre 2022, la société AGEMS, qui est spécialisée en travail intérimaire, nous a transmis une enquête qu'ils ont faite à partir de toutes les personnes qui venaient demander à travailler pour eux. Et on s'est aperçu à cette occasion-là que le salaire n'était pas du tout la première cause pour laquelle les gens faisaient recours à l'intérim, mais qu'ils reprochaient une inadaptation des plannings opératoires et des organisations des blocs opératoires pour avoir un épanouissement personnel satisfaisant. Et c'est la caractéristique de la fameuse génération Z qui a l'intention de privilégier sa qualité de vie, ou au moins autant que son travail. Alors, cette problématique, c'est que le grand nombre d'intérimaires fait reporter sur les personnels titulaires la responsabilité et les impératifs de la profession. Et alors que les intérimaires sont théoriquement là pour améliorer les conditions et aider au travail des titulaires, elles les ressentent le plus souvent comme une charge supplémentaire, quel que soit leur niveau de compétence, et une source d'insécurité, surtout si celles-ci ne connaissent pas les lieux ou les habitudes. Donc les biais de l'étude, ils sont évidents. C'est une enquête qui a été réalisée par des chirurgiens, qui plus est orthopédistes, pour des chirurgiens orthopédistes.
Il y a une surreprésentation du privé parce que c'est le biais de la gestion des risques. Les médecins libéraux sont encouragés à entrer dans cette démarche par la prise en charge d'une partie de leur prime d'assurance responsabilité civile. Et il est évident qu'il faudrait réaliser des enquêtes miroirs auprès des infirmières, de l'encadrement, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire, et puis assurer une meilleure représentation des hospitaliers. Peut-être que ça arrivera quand l'accréditation sera généralisée. Donc le recours à l'intérim, évidemment, est un phénomène ancien, mais qui est aggravé par la crise du Covid, et il s'accompagne d'une détérioration de la qualité de la prise en charge. Il faut noter que des mesures simples, comme la création d'un livret d'accueil au bloc opératoire, ou alors la réalisation systématique de briefing avant une journée opératoire ou avant une intervention, permettrait, si vous voulez, aux gens de s'en sentir plus à l'aise et à l'intérimaire de donner le maximum de ses compétences. Des revalorisations salariales, j'ose à peine en parler, tellement la différence par rapport à nos voisins est énorme, mais incontestablement, ça augmenterait la qualité du métier. Et surtout, je pense qu'il faut commencer dès maintenant, parce que ça va prendre du temps, à travailler sur une redéfinition du mode de gestion du personnel paramédical. Et tout d'abord, il faut penser, je suis désolé de le dire, mais que le diplôme ne peut plus être le seul critère d'attribution d'un poste. Certes, ça témoigne d'une compétence, c'est important, la formation du diplôme est importante parce que c'est un enrichissement, mais en même temps, il y a une telle variation, il y a une telle surspécialisation dans les établissements que le diplôme lui-même, pour les administratifs, ne peut pas être le seul point à considérer pour l'attribution d'un poste. Il faut créer un environnement de travail épanouissant et qui réponde à la quête de sens des acteurs, et notamment en créant un statut plus flexible, et réduire la diversité des contrats et des rémunérations qui est très nuisible à la profession. Cette réflexion sur l'intérim, à mon avis, prend tout son sens au moment où les nouvelles technologies entrent au bloc opératoire. Elles nécessiteront des compétences nouvelles et une maîtrise des outils que les intérimaires ne pourront acquérir. Les laboratoires l'ont d'ailleurs très bien compris, puisque en plus du matériel, ils fournissent maintenant une assistance technique à laquelle le chirurgien devient dépendant et qui réduit, gâchis de leurs compétences, les infirmières de bloc opératoire à de simples ouvre-boîtes. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Nous passons maintenant à Paul-Hygiène Glycebloc, la préparation cutanée contre risques délégués et risques partagés par Stéphane Pierret et Élie, docteur en sociologie. Je pense qu'on n'a pas besoin. On va leur demander s'ils ont besoin de l'écran. Alors, arrêtez le partage. Arrêtez. Un nouveau partage. Vous avez déjà, il faut arrêter le partage. Il faut déjà elle est où la vôtre? Il faut arrêter. Dans atelier sur une chaîne le vôtre. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez besoin de l'écran de l'ordinateur? Non, juste la souris. D'accord. Mais j'ai compris. Donc, dans votre présentation, on a isolé un élément du parcours préopératoire de la bouche. C'est une pratique qu'on pourrait penser banale, et c'est justement l'objet de notre communication, puisque sa banalisation devient problématique en contexte chirurgical. Donc, cette présentation, elle porte sur des résultats recueillis dans le cadre d'une recherche interventionnelle en santé publique qui a obtenu un financement PHRIP en 2019. Et cette recherche, elle visait à améliorer la prise en charge de la préparation cutanée des patients avant leur départ pour le bloc. Alors pourquoi cette recherche? Parce que la préparation cutanée des patients est identifiée comme une composante essentielle dans la prévention des infections du site opératoire. Il faut savoir que les ISO, elles représentent une des complications les plus fréquentes et parmi les plus sévères de la chirurgie. En France, les fréquences varient de 0,6 à 3,8 pour 100 patients opérés. Elles sont responsables de prolongation de séjour, de séquelles esthétiques et fonctionnelles, parfois de décès. Et puis à cela va s'ajouter des répercussions organisationnelles et économiques avec un allongement des hospitalisations. Du coup, la prévention des ISO représente un enjeu majeur
Et des études ont souligné que la réalisation de la douche préopératoire était associée à des taux d'ISO plus bas. Mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est que les recommandations qui sont liées à la préparation cutanée des patients, elles sont parfois divergentes, c'est-à-dire qu'on observe une absence de consensus sur les modalités concrètes de la douche préopératoire. Le dénominateur commun, en fait, de toutes ces recommandations, c'est de réaliser au moins une douche et au plus proche de l'intervention. Mais en fait, selon les établissements, selon les types d'intervention et selon les cultures de service, les modes de prise en charge et les consignes peuvent varier. Alors on peut noter qu'il y a 2 étapes importantes en amont et en aval de la douche préopératoire. La première étape relève de l'information, c'est un acte éducatif qui vise à expliquer aux patients l'importance de la douche et la façon dont il doit la réaliser. Si le patient est jugé non autonome, cet acte éducatif va se transformer en acte technique qui consiste à apporter une aide au patient. Et puis vient une seconde étape avant l'entrée au bloc opératoire où les soignants doivent vérifier la propreté cutanée des patients. Alors ces différentes étapes, information, aide et vérification, elles peuvent être, et d'ailleurs elles sont généralement réalisées par les aides-soignants, mais elles restent sous le contrôle de l'infirmier. Alors en dépit de l'importance de la préparation cutanée dans la réduction des ISO, une série d'enquêtes réalisées au CHU de Rouen a mis en évidence tout un faisceau de contraintes et de freins qui limitent la bonne prise en charge de la douche préopératoire. Alors il y a toute une série de variables contextuelles qu'on peut citer mais sur lesquelles on ne va pas revenir ici, telles que le virage ambulatoire qui conduit les patients à réaliser leur douche de plus en plus souvent à domicile et donc hors contrôle hospitalier. Il y a aussi le contexte matériel, y compris en établissement, avec des cabines de douche trop étroites, voire complètement vétustes. Et surtout, ce qu'ont permis de révéler ces études, c'est qu'il y avait donc de nombreux freins relatifs aux pratiques et aux représentations des soignants. Concernant la phase d'information, celle-ci peut parfois passer à la trappe, et quand elle a lieu, les informations délivrées aux patients restent peu précises et parfois contradictoires d'un soignant à l'autre. En ce sens, il y a beaucoup de patients qui ont signalé une absence d'explication à la fois sur l'intérêt de la douche, mais également sur les modalités pratiques, c'est-à-dire quels produits utiliser, à quel moment la réaliser, et quelles sont les parties du corps concernées. Quant à la phase de vérification, ces études elles ont permis de souligner que la propreté cutanée était rarement vérifiée avant le départ au bloc. Dans l'enquête de 2019, seuls 4% des patients déclaraient avoir été l'objet d'une vérification visuelle de leur propreté cutanée. On a d'ailleurs pu constater que souvent la vérification se limitait à demander au patient s'il avait bien réalisé sa douche. De leur côté, les soignants, quand on les enquête, indiquent ressentir un sentiment de gêne, manquer de temps et opérer un ciblage en ne contrôlant que des patients qui ont des signes visibles d'une hygiène négligée tels que des cheveux gras ou des vêtements sales. Ainsi que ce soit pour l'information ou pour la vérification de la propreté cutanée, le contraste est assez saisissant entre l'importance de ces étapes dans la prévention des ISO et leur mise en pratique qui reste peu formalisée. Donc notre recherche visait à interroger les pratiques et les représentations des soignants dans les différentes étapes de la préparation cutanée des patients. Alors concernant la méthode, le recueil de données qualitatifs s'est réalisé au sein de 3 services de chirurgie, chirurgie orthopédique, vasculaire et digestive. Il était important de sélectionner ces différents services car ils renvoient à des chirurgies propres et sales. Et donc on pouvait penser que le rapport à la préparation cutanée des patients ne serait pas les mêmes en fonction des différentes disciplines chirurgicales. Donc on a réalisé des entretiens semi-directifs avec des aides-soignants et des infirmiers, et à cela s'ajoute la réalisation de focus group avec chacun une dizaine de participants qui occupent des fonctions variées au sein des services, donc IDE, AS chirurgien, cadre de santé, etc. Donc à la différence des entretiens qui étaient exclusivement réalisés au CHU de Rouen dans les services précités, les focus groups ont permis d'élargir les professionnels de santé à d'autres établissements de la région normande qui portaient une attention particulière à cette thématique.
Donc à l'appui de ces données de terrain, je vous propose de comprendre comment est prise la douche préopératoire et surtout les limites de sa prise en charge au regard des pratiques et des représentations des soignants. On va ainsi montrer que ce soin passe souvent à la trappe parce que les risques associés à la douche sont minorés et délégués entre les professionnels du soin. On va donc essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette délégation. Ainsi, on va voir dans un premier temps que la douche est pensée par les soignants à travers des catégories profanes de l'hygiène et de la propreté. Ces représentations, elles amènent, comme nous verrons dans une seconde partie, à un système de délégation de la responsabilité de l'hygiène préopératoire, une délégation des soignants vers les patients, mais également des soignants entre eux. Enfin, dans un dernier temps, nous verrons que cette délégation, elle amène à un glissement du risque des services vers le bloc. Ainsi, l'hygiène cutanée qui devait être prise en charge dans les services est pensée comme toujours rattrapable au bloc. Alors, on va commencer notre exploration de la douche préopératoire par les représentations que se font les soignants des risques associés à ce soin. Un des résultats les plus significatifs qu'on a observé, c'est que tous les matériaux de l'enquête donnent à voir une sorte de confusion entre des normes d'hygiène hospitalière et des normes d'hygiène domestique. Comme nous l'avons dit précédemment, ces confusions, elles découlent directement de l'absence de protocole formel sur la place que les soignants doivent jouer dans ce soin et plus largement sur les normes de la prise en charge de la douche préopératoire. Je vous propose de commencer par un entretien, un court extrait d'entretien avec Anna, une aide-soignante, pour aborder cette question. Quand on lui demande au sujet de la douche si c'est une douche où il faut faire plus attention qu'une douche ordinaire, Anna hésite, elle bafouille un peu, elle réfléchit et nous dit « Pour vous, c'est quoi une douche ordinaire? Ça dépend. C'est propre à chacun, je ne sais pas. Il faudrait peut-être définir réellement ce qu'est une vraie douche. Parce que là, vous me posez une colle. C'est propre à chacun, je ne sais pas. » Alors on insiste, on lui repose la question et on va sur la question de la propreté. Et elle nous dit, mais pour la douche préopératoire, donc c'est quoi être propre? C'est nous qui demandons ça. Et Anna répond, oui, mais chacun a sa manière d'être propre. Je pense qu'il faut bien respecter le schéma corporel, mais je ne sais pas, même nous soignants, je ne sais pas, c'est vraiment pas bien défini. La douche, pour nous, c'est comme à la maison, c'est une douche. Alors cet extrait, il est assez représentatif des discours qu'on a entendus dans l'enquête, car les soignants insistent sur le fait que les patients doivent effectivement prendre une douche. Pourtant, ils n'opèrent pas de distinction formelle entre ce qui est une douche qu'on pourrait nommer du quotidien et une douche en contexte hospitalier. En l'absence de protocole formel, les soignants ne savent pas sur quelles normes s'appuyer pour identifier les attendus adéquats aux douches préopératoires. Face à ce flou, à cette indétermination des règles, les soignants vont donc opérer un tri entre les patients qu'ils considèrent à risque et les autres. Cette identification du risque d'hygiène et de propreté, elle s'appuie alors sur des catégories profanes, soit sur une perception sensorielle qui leur permet d'estimer l'hygiène supposée des patients. Si le patient ne montre pas de signes visibles de saleté, c'est-à-dire qu'il ne sent pas mauvais, que ses cheveux, ses habits ne sont pas sales, alors il serait à même de réaliser une douche conforme aux attendus hospitaliers. Précisément parce que les soignants considèrent qu'ils auraient une hygiène quotidienne normale, satisfaisante. Cette identification, elle s'appuie donc sur un repérage visuel et olfactif. Et nombre de soignants nous disent par exemple, ça se voit à l'état des vêtements, de la peau, ça se sent un patient qui ne sait pas se laver, etc. Ainsi, les patients identifiés comme sales et dont la saleté peut s'appréhender par les sens sont considérés comme un risque. De leur côté, les patients identifiés comme propres ne perturbent pas les représentations que vont se faire les soignants des exigences relatives à la douche préopératoire. Ils ne font pas désordre et sont pensés comme en dehors des frontières du risque. De plus, il est intéressant de noter, mais ça on pourra peut-être y revenir après, que les soignants revendiquent une certaine maîtrise du diagnostic et de la propreté, comme une compétence professionnelle qui va être le fruit d'un savoir expérientiel. Ce qu'on voit ici, c'est que le risque est appréhendé à partir de catégories profanes, ce qui amène à minorer ce même risque. En effet, en se reposant sur l'expertise des patients, quant à leur routine d'hygiène, les soignants font primer la notion de confiance au détriment du contrôle. La confiance devient un point central qui va ordonner la relation entre les soignants et entre les soignants et les patients. La confiance crée alors, comme on va le voir, un glissement du risque dans la chaîne des acteurs de la prise en charge. Le risque va alors être délégué progressivement des services vers le bloc opératoire. Alors, ce primat de la confiance, on l'observe d'abord et avant tout dans la relation patient-soignant, et plus précisément dans la relation entre AS et patient. Car comme on l'a signalé précédemment, le soin douche, théoriquement sous la responsabilité des IDE,
est totalement délégué aux AS. Ainsi, ce qui nous a étonné sur le terrain d'enquête, c'est que tout ce qui va relever de la douche préopératoire, tant l'information que la vérification, renvoie pour les AS à une pratique qui est considérée comme gênante. Si cette pratique est gênante, c'est parce qu'en vérifiant visuellement la peau ou en insistant sur les consignes de douche, les soignants ébranleraient le pacte de confiance engagé avec les patients, parce qu'ils ne respecteraient pas leur autonomie, le terme revient régulièrement, et dépasseraient par là leur mission de soignant. Cette manière de penser le soin, elle est particulièrement paradoxale quand on sait que les AS sont rompus à l'exercice qui consiste à avoir des corps nus, à gérer la pudeur et à engager même des pratiques invasives. Mais là, en ce qui concerne la douche préopératoire, la pratique deviendrait gênante. Le plus surprenant, c'est que cette pratique serait gênante non pas pour les soignants eux-mêmes, pas pour les patients, mais plutôt pour les soignants. Car les entretiens montrent bien que la vérification de la propreté cutanée est perçue comme un acte qui dépasserait leur statut professionnel. Pour le dire autrement, en l'absence de protocole, de consignes ou de référentiels partagés par le collectif, les soignants ont le sentiment d'engager plutôt leur individualité que leur statut de soignant. C'est-à-dire au nom de qui parle finalement le soignant, qui vérifie l'état de propreté du patient. Car au final, l'absence de protocole formel ne permet pas de supporter dans l'interaction la légitimité de cette vérification. On est vraiment sur cette logique qu'on a observée de légitimité et de confiance qui vient se supplanter progressivement à celle de contrôle. Finalement, cette centralité donnée à la notion de confiance, elle participe à définir la place que les soignants prennent dans ce soin. En ce sens, les AS considèrent que leur mission consiste à s'assurer qu'une douche ait été effectuée, mais ils ne s'assurent pas de la qualité et du résultat de cette douche. Au final, ils sentent que ce soit donc au patient d'être responsable de son hygiène et de sa propreté. Il doit s'assurer de la qualité de sa douche et alors maîtriser lui-même les risques qui y sont associés. Ce primat donné au respect de la confiance questionne plus largement la perception que les AS se font des risques associés à la douche. Faire primer le maintien de la confiance au détriment du contrôle montre une certaine euphémisation du risque. Les soignants se reposent alors sur l'expertise profane des patients quant à leur hygiène et à leur routine finalement, parce que le soin est moins appréhendé à partir de catégories médicales que de catégories profanes. On va voir maintenant que l'on retrouve cette même logique de délégation du risque, mais cette fois à travers les interactions entre les infirmiers et les aides-soignants. En effet, les entretiens montrent assez clairement que la prise en charge de la douche et la vérification de la propreté est déléguée aux AS. Cette délégation, elle peut se comprendre à partir de deux dimensions qui se conjuguent. La première relève des contraintes temporelles qui pèsent sur ces professionnels, et la seconde, encore une fois, sur le primat de la confiance qui va ordonner la relation entre IDE et AS. Alors voyons tout de suite les effets des contraintes temporelles. Les IDE expliquent tous laisser les AS s'occuper de ce soin parce que, par manque de temps, elles ne seraient pas en mesure de l'assurer. Or, cette charge de travail déléguée aux AS vient une fois de plus alourdir leurs activités. Face à cette tâche supplémentaire, on voit que la vérification est appréhendée par les AS comme une possible variable d'ajustement dans un rythme toujours plus contraint d'activité. Face à l'ampleur des tâches qu'ils doivent remplir au sein du protocole préopératoire, puisque la douche fait partie de ce protocole, la vérification de l'état cutané du patient passe, pour le dire simplement, à la trappe. Cet évitement de la vérification est alors rendu possible et plus ou moins légitime par les professionnels parce que les risques associés à la douche préopératoire semblent, comme on l'a vu, minorés. Mais ces contraintes temporelles qui pèsent sur les AS n'est pas le seul facteur qui permet d'expliquer l'absence ou l'évitement plutôt de la vérification visuelle. En effet, la vérification est évoquée une fois de plus dans les entretiens sous le registre de la confiance. La tâche étant déléguée aux AS, les IDE ne se sentent pas autorisés à venir vérifier le travail de leurs collègues. Tous les entretiens avec les infirmiers montrent bien que ce contrôle serait gênant car il représenterait un manque de confiance envers le travail de leurs collègues et surtout envers leur expertise. Ainsi, il est flagrant de voir que toute la chaîne de contrôle de l'état cutané repose sur une succession de vérifications, mais une vérification qui s'engage uniquement sur un registre déclaratif. Un registre qui s'appuie alors uniquement sur la confiance des uns envers les autres. Les IDE s'appuient sur la déclaration des AS, qui eux-mêmes s'appuient sur la déclaration des patients. Alors, ce que nous donne à voir ce travail de recherche, c'est la façon dont le risque associé à la douche préopératoire est euphémisé au sein des services. Cette euphémisation, elle se traduit par une délégation de ce soin de l'IDE à l'AS et de l'AS au patient. Mais surtout, ce qui renforce ce rapport euphémisé au risque, c'est que ce dernier est toujours pensé comme un risque qui peut être potentiellement rattrapable. En effet, nombre de soignants nous expliquent que les loupés, entre guillemets, pourront toujours être rattrapés au bloc par l'intermédiaire des IBOD. Dans ce sens, la responsabilité va être divisée, fractionnée, à chaque étape du parcours chirurgical.
La responsabilité de l'état cutané se retrouve alors diluée entre les acteurs et au final conduit le bloc, par sa situation en bout de chaîne, à tenir cette fonction. Ce qui dénature finalement le fondement des pratiques préventives associées à la douche préopératoire au sein des services de chirurgie. Pour conclure, ce point de focal sur la douche questionne plus largement le caractère hermétique entre les services de chirurgie et le bloc opératoire, et surtout la difficile communication entre les AS, les IVE et le bloc. Dans ce sens, les soignants soulignent régulièrement les contraintes temporelles imposées par le bloc, mais surtout les changements de planning d'intervention qui font qu'il est parfois impossible d'anticiper l'ordre des interventions. Les soignants ont alors un discours très critique sur l'absence de communication avec le bloc, parce que ces changements de planning provoquent de l'imprévisibilité dans les routines préopératoires et conduisent les soignants, à faire passer à la trappe l'étape de vérification visuelle. Le protocole du soin préopératoire n'est donc pas en mesure de faire face à ces aléas organisationnels. Les marges de manœuvre sont tellement réduites que tout grain de sable, toute imprévisibilité en arrive à perturber l'organisation routinière et la bonne réalisation de la douche préopératoire qui passe alors souvent, comme on l'a observé, à la trappe. Ainsi, au sein du bloc opératoire, censé être hermétique, se ravivent les enjeux de cette délégation qui, au-delà d'intensifier les risques d'infection nosocomiale, consolide les frontières entre les services de chirurgie et le bloc opératoire. Merci. Merci beaucoup. On va à présent passer aux questions, si vous en avez dans la salle. Moi, je souhaiterais juste revenir sur le sujet d'intérim au bloc et faire un rapide retour d'expérience dans mon expérience de Calrivol. Donc, nous, on a deux types d'intérimaires au bloc. Les intérimaires ponctuels qui sont d'anciens pilotes fidélisés qui connaissaient déjà le bloc. Qui reste toujours de toute façon avec un IBOD titulaire au bloc. Et on a aussi des intérimaires de longue durée qui donc sont embauchés sur ce format-là pour 1 an et accompagnés pendant 2 mois en doublon. Donc effectivement, ça permet c'est un choix qui demande un investissement du temps, mais ça permet de sécuriser les pratiques puisque vous avez montré qu'il y avait de nombreux enjeux organisationnels et sécuritaires et parfois il faut faire ces choix-là, même si ça demande un investissement pour tout ça. Et même si ça prend du temps pour les IVOD, ça leur permet aussi de bénéficier de repos qu'on ne pourrait pas leur donner autrement. Et ça alourdirait considérablement leur planning si on n'avait pas ces retours-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, comme ça. Moi, j'aimerais savoir, pour l'intervention sur les intérimaires, pourquoi vous remettez en question le diplôme de... C'est une bonne question. Vous avez tendu la perche. Vous avez tendu le bâton, là, oui. Si vous voulez, en fait, je ne remets pas du tout en cause le diplôme d'IBOD. Je remets en cause l'idée très française depuis Napoléon, puisque c'est très à la mode en ce moment, que le diplôme crée automatiquement compétence et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune évolution, aucun contrôle, aucune remise en cause qui est possible. Bien évidemment que le diplôme d'IBOD est important. Ça correspond à une somme de travail, c'est une somme de connaissances et à ce titre, c'est quelque chose d'important. Après, je pense qu'actuellement, et étant donné l'évolution du monde en général, nous avons besoin d'une plus grande fluidité, si vous voulez, et que ce côté d'arc-boutement systématique auprès du diplôme, et c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour tout le monde, devient nuisible. Mais ça, c'est une idée qui m'est très personnelle. Mais ça ne remet en aucun cas la qualité de la formation et l'importance de la formation. Je pense qu'il faut les faire. Par exemple, j'ai fait ma formation infirmière en Allemagne, donc j'ai été dans des blocs opératoires. Il était hors de question qu'un externe soit sur le champ opératoire, donne des instruments à un chirurgien, il fallait absolument qu'il soit diplômé. Oui. Donc il y en a qui font infirmière puis infirmière de bloc opératoire, et il y a une formation qui est directement après le bac et qui permet de faire infirmière de bloc opératoire tout de suite. Mais le fait la façon dont vous avancez les choses et que c'est hyper spécialisé, et donc une infirmière qui fait ça tous les jours le fait aussi bien qu'une botte qui travaille autre part. Moi, je trouve ça dommage
que comme d'habitude, on mette toujours en opposition ces deux domaines-là. Alors, mon objectif n'est bien évidemment pas de rendre les zygodes responsables de quoi que ce soit et surtout de les opposer. Je pense avoir quand même pas mal remis en cause le statut du chirurgien dans l'équipe pour au moins arguer de ma bonne foi. Je crois qu'actuellement on se retrouve devant un problème qui est peut-être plus flagrant dans le système privé qui n'existe pas en Allemagne, en France, parce que, si vous voulez, vous avez vu les chiffres d'activité qui ont été cités par le premier intervenant. Si vous voulez, dans un cas, vous faites 165 prothèses de hanche, et dans l'autre, vous en faites 1600. Alors, je sais bien qu'il y a des interventions autres qui sont faites dans le premier centre, et en particulier des reprises de prothèses, mais c'est la rapidité, c'est la vitesse d'évolution, c'est la nécessité de faire un geste technique de plus en plus rapidement et avec de moins en moins d'intervenants autour de vous qui changent la donne. Et c'est en ça qu'à mon sens, si vous voulez, je pense qu'il faut réfléchir l'organisation des soins et pourquoi pas, non pas le statut stricto sensu, mais les avantages que le système français attache au statut, qui vaut compétence, qui vaut savoir, et on sait très bien, vous le savez très bien, qu'il y a des chirurgiens qui sont diplômés et qui sont absolument incapables d'être chirurgiens. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser que c'est aussi vrai pour d'autres professions, et que donc une certaine expérience doit être ajoutée à la compétence. Pardon, il y a d'autres interventions, il y a d'autres questions. Pardon, Christine, allez-y. Parce que... Je suis très étonnée, monsieur, que vous parliez à la place des infirmières de bloc opératoire. Je suis certaine que vous êtes très compétente dans votre domaine d'activité, mais j'aimerais que ce soit les infirmières de bloc opératoire qui parlent des problèmes liés à leur métier, liés à l'intérim, aux problèmes que ça pose. Et voilà, je trouve que vous faites beaucoup de raccourcis dans ce que vous faites. Je suis extrêmement choquée par votre présentation. Alors, je tiens à vous signaler qu'à la fin de la présentation, j'ai dit que c'était le biais majeur de cette enquête, et je n'ai jamais caché, si vous voulez, que c'était un travail de chirurgiens, pour des chirurgiens, par des chirurgiens. Une analyse sur ce que... Absolument. Allez-y. Tout à fait. Et donc, j'aimerais mieux qu'on invite dans ce genre d'assemblée des infirmières de bloc opératoire qui parlent de ces problématiques. Tout à fait. Mais je pense que si nous n'en parlons pas ensemble, ça ne fera pas avancer les choses. Donc il faut que quelqu'un commence. Mais il y a une personne qui se désespère de... Allez-y. Je suis étudiante IVOD en première année. Avant, j'ai une expérience de bloc opératoire. Actuellement, je suis avec l'agence d'intérim dans laquelle celle que vous venez de citer, Agence, qui est maintenant à Saint-Cyr. Je rejoins madame ici présente. Les IVOD, en fait, moi je trouve que c'est là vous nous mettez carrément en opposition avec les chirurgiens au sein du bloc opératoire, parce que quand on va décide de prendre une mission au bloc opératoire, ce n'est pas des gens, la plupart du temps, qui n'ont pas d'expérience, parce que vous ne pouvez pas faire du bloc opératoire si vous n'avez pas d'expérience. Et j'ai trouvé un petit peu facile, excusez-moi, ce parallèle que ça soit souvent avec le personnel intérimaire qu'il y a des fautes d'asepsie ou des... Est-ce que je comprends ce que vous me dites, mais je tiens à vous signaler que les premiers arguments, si vous voulez, que j'ai mis en avant, c'était un défaut de communication au sein de l'équipe, c'était un manque de précision dans les tâches qui sont demandées aux intérimaires. Donc, si vous voulez, je n'ai pas vraiment le sentiment d'avoir rendu responsable le personnel intérimaire de la plupart des incidents qui en étaient. Après, c'est une enquête, si vous voulez, elle a ses défauts, et je vous accorde tout à fait
ceci. Et je suis désolé que vous preniez ça comme une attaque frontale pour les e-bots, parce que ce n'était pas le sens de ma communication, qui est au contraire de mettre en évidence quelles sont les difficultés qui sont opposées aux e-bots intérimaires, aux e-bots intérimaires, pour quand ils viennent exercer, et comment, si vous voulez, on peut éventuellement les modifier. La première chose dont j'ai parlé, si vous voulez, dans les conclusions, c'était un livret d'accueil, d'une part, et d'autre part, une obligation de faire un briefing préopératoire pour accueillir correctement les e-bots, et c'était quand même le premier point que je défendais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Ben oui. Non, parce que la question de l'intérim, c'est terminé. Il faut passer aux autres sujets parce que c'est un débat sociologique. Si je peux me permettre, je pense que la problématique, on a parlé d'équipe ce matin, c'est effectivement de ne pas fonctionner en silo et d'en parler ensemble. Vous avez parlé de l'anesthésie. Absolument, c'est oui. l'anesthésie qui entraînerait la mutualisation. C'est fondamental. Oui. La mutualisation a été édictée par le décret de 1994, Oui. résultat d'amélioration de la sécurité de l'anesthésie qui a été signalé ce matin passant par facteur 10. Le facteur 10, ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait avant, le nombre d'anesthésies actuelles, on aurait un mort directement lié à l'anesthésie par an par département. Actuellement, absolument, c'est un mort par an sur toute la France. Oui. Un mort par an par département. Nous partageons votre avis. En fait, il y a eu 3 autres présentations qui sont très intéressantes aussi. La mutualisation, effectivement, il y a un moment où elle va trop loin. Il y a un facteur critique qui est vite distal, parce que le principe de la... Je vais faire comme les journalistes à la télé, couper la parole. Voilà. Donc, Florence, c'est quoi? En fait, c'est encore un autre sujet. Moi, c'est un peu ça regroupe les 3-4 communications qu'on présentées. Et moi, ce que j'ai vu, ce qui m'intéressait, c'est le patient et c'est la notion de mettre le patient au travail. Et je retrouve cette notion, en fait, dans les différentes... D'accord, mais il faut poser des questions précises à chaque personne qui a présenté. C'est pas une question, c'est vraiment... D'accord. Mais là, il y a peut-être des questions qui commencent, parce qu'il faut quand même... On n'a pas beaucoup de temps pour donner son avis. Oui. Il y a peut-être... Non, c'est bon. Des interlocuteurs, des intervenants qui peuvent peut-être faire rebondir sur ce que je dis, c'est tout le rappel, c'est pas le cas. Voilà, c'est que moi, je vois un lien entre cette notion. Mais bien sûr, s'il y a un lien, parce que Nicole. Je peux finir. D'autonomie qui est décrit, qui est une injonction actuelle, et mettre au travail ce patient. Simplement, j'ai trouvé ça intéressant je l'ai retrouvé dans nos différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, dans la salle pour d'autres oui. Donc, il y a la dame du fond qui avait. Après, c'est à vous, monsieur. Oui, dites-moi. J'avais une question par rapport au premier sujet abordé, le travail du patient. Pourquoi avoir employé le terme travail pour moi, je comprends que c'est impliquer le patient dans sa prise en charge. Est-ce que c'était ça ou pas? Je l'utilise parce que c'est un terme qui a été un concept sociologique qui a été développé par des sociologues et que je fais un doctorat de sociologie. Non, en fait, je ne parle pas de critique, c'était le pourquoi ce terme a été employé. Et ensuite, l'autre question, c'est du coup, travail dans, vous avez mis en comparaison donc, le travail du patient dans une clinique à but lucratif, et ensuite le travail du patient dans une clinique avec ESPIC. Enfin, établissement de santé à intérêt commun. Du coup, c'est parce que vous voulez cibler sur ça précisément ou c'est les seuls établissements dans lesquels vous avez pu avoir accès pour votre étude? Non, c'est justement les caractéristiques de situation que je jugeais emblématiques au regard d'un contexte actuel où les cliniques, finalement, les établissements privés occupent une grande place dans les prises en charge des patients, mais sont très peu regardés par les sociologues. En fait, il y a très peu d'études sociologiques qui ont lieu dans les cliniques. Et donc, c'est l'enjeu de la recherche, d'aller faire une étude sociologique dans des établissements qui sont explorés par les sociologues. Voilà, c'est vraiment un des critères, si vous voulez, d'entrer dans la recherche. Après, ça aurait très bien pu être dans un CHU. Par contre, c'est sûr, un certain nombre de caractéristiques sont communes, c'est-à-dire une intervention qui est commune, un territoire qui est commun, une taille d'établissement qui est commune. Voilà, j'aurais pu essayer de trouver une clinique aussi
aussi grosse que le CHU, parce que ça existe, et faire la comparaison entre la clinique aussi grosse que le CHU et le CHU. C'était pas. Je viendrai vous voir après pour. Malheureusement, j'en ai 20 jours de plus, je dois partir sur un avion en France. Et c'est pas ce qu'il faut bien choisir quand on fait un travail dans un temps donné et pour regarder un objet sociologique. J'avais une autre question. Il y avait deux messieurs qui avaient au fond. Vous vous adressez à quel intervenant? Par rapport au territoire. C'est-à-dire, c'était d'accord. En fait, ma question, elle est est-ce que vous avez étudié pourquoi les chirurgiens cardiaques n'ont pas pris le pli de faire une mini-invasive, ce qui a laissé complètement la porte aux cardiologues de prendre cette activité-là, contrairement à d'autres spécialités de chirurgie, par exemple, je parle au vasculaire, qui eux font de la chirurgie ouverte et font aussi de l'endovasculaire, et c'est considéré comme une mini-invasive. Alors sur le pourquoi, on n'a pas étudié ça précisément, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les cardiologues font donc des actes qui avant étaient dépendants des chirurgiens, et que de plus en plus aussi, ils commencent à former les chirurgiens. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont très ouverts aussi pour nombre d'entre eux à la coopération avec eux. Et donc, alors on aurait pu avoir une opposition en termes de territoire et en termes de concurrence. On voit de plus en plus des proximités qui se créent, qui se construisent. Pour compléter, même si c'est pas de la cardiologie, mais historiquement, les chirurgiens n'ont pas saisis directement les endoscopies. Ça a été considéré comme des trucs pas à fond de la chirurgie, parce que la chirurgie, c'est vraiment rentrer dans le corps, dans le des questions comme ça. Et c'est ensuite avec le développement très fort, par exemple, des cardiologues, le moment où on a vraiment monté avec ces nouvelles technologies, que finalement, il y a eu un intérêt nouveau. C'est relativement récent, en fait. Voilà, mais avant, Sauf que pour vous, tu avais comparé deux établissements publics et privés. Vous avez insisté à un moment sur l'établissement public, vous avez beaucoup de révisions sur l'explication de façon des risques que certains étudiants etc. Quand vous avez abordé le sujet pour le privé, vous n'en avez plus du tout parlé. Quand se fait l'information sur les risques chirurgicaux dans l'établissement privé, est-ce que vous avez calculé le temps que ça prend? Parce qu'environ c'est 10 à 15 minutes une information sur une prothèse de hanche. 1600 patients. Ça fait 5 semaines totales de travail à faire que de l'information. Oui, après le nombre de chirurgiens est très différent. Il y a 3 chirurgiens orthopédiques dans l'établissement A et il y en a 18 dans l'établissement B. En fait, voilà. Et qui informe le chirurgien, dans une consultation effectivement qui dure 10 à 15 minutes, dans l'établissement A sur des consultations de reprise, en fait la consultation dure 1 heure à 1 heure et demie. Je l'ai trop en main. Voilà, j'ai assisté chez des temps d'observation assez longs. Et donc, en fait, c'est tout ce temps que j'évoquais de remise en confiance et élaboration d'une forme de diagnostic chirurgico-profane, c'est-à-dire se mettre d'accord sur de quoi on parle, qu'est-ce qui réécrire en fait d'une certaine façon l'histoire du patient pour repartir ensemble. J'ai répondu à vos questions? D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une interrogation concernant le sujet sur l'hygiène et la douche opératoire. J'avais le sentiment que c'était plus une situation organisationnelle problématique qui a été mise à jour. Et j'ai été surprise par les assertions concernant l'absence du protocole, parce qu'il y en a dans tous les établissements. Les fiches techniques aussi destinées aux patients et aux équipes, il y en a partout, quoi. Donc c'était assez étonnant et plus encore étaient les verbatims des AS. Qu'est-ce que c'est qu'être propre, une douche comme à la maison? Parce qu'en fait tout ça est très bien décrit. Alors je ne sais pas où vous étiez, mais dans énormément d'établissements, c'est extrêmement bien décrit. Il y a en support, il y a des équipes opérationnelles d'hygiène. Là ça évoque vraiment une situation organisationnelle problématique avec. Organisationnelle, je ne sais pas, mais en fait, ça part du CHU, nous avons été identifiés par des QPF dans différents services. Oui, il y a des protocoles, ils ne sont pas harmonisés entre les services et les soignants
les adeptes, ils restent parmi les flous dans ce protocole-là. Et après, quand on a fait les focus group, on voit bien que c'est une problématique qui va regrouper d'autres établissements de santé dans notre région, parce qu'il y a d'autres cliniques qui sont venus se greffer pour parler de ce sujet, parce que c'est vraiment une problématique majeure. Je veux bien que le protocole peut-être laisse un flou qui fait qu'on en arrive à une situation où la préparation cutanée va se retrouver à glisser dans le bloc. Bon, bah, s'il y a, notre recherche, elle vise à élaborer une intervention qui permettrait justement d'éviter ce type de cas, parce que finalement, c'est quelque chose que les établissements avec lesquels on travaille observent de façon assez récurrente. On avait un flou, ça ne concernait pas la douche, mais pour la préparation cutanée muqueuse au bloc. Pour la tonte, il y a un protocole qui est beaucoup plus. C'est-à-dire que tous les soignants nous disent pour la tonte, on peut trouver les fiches, on a le protocole, etc. Ouais. Pour la douche, c'est étonnant. C'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui prend une douche, quand on le perçoit comme propre dans sa représentation. Les soignants sont un peu. Sur des choses comme ça qui permettraient d'endosser le rôle. Il y a des questions. Effectivement, pour commenter sur ce que vous disiez, le travail de blog, très souvent, on se retrouve en dernier état. Ça arrive effectivement que la zone n'est pas été préparée correctement. Et bon, on donne un petit peu, mais on le fait parce que oui. Et on a des fiches pour des liaisons comme service. Où sont cochées dessus toutes les, un petit peu l'inventaire, ce qui a été vérifié, demandé. Donc, et souvent, cette case-là, autant ils mettent oui, non partout. Et ce qui est curieux, c'est que pour celle-ci, la douche a été faite, c'est ni non, ni oui. C'est laissé en flou et blanc, et tout le reste est rempli. Donc, il y a un vrai flou qu'on retrouve aussi au bloc par rapport à ça. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la douche au opératoire et la notion de confiance qui est nécessaire? Il y a un autre geste qui est très important, c'est oui, l'engagement de jeunes. Avant l'intervention, on est obligé de faire confiance quand ce sont les parents ou les enfants aux parents. Quand c'est un adulte, à l'adulte lui-même, on ne peut pas vérifier c'est essentiel, il y a la confiance aussi qui est partagée à ce moment-là. On va devoir mettre fin à cette période d'échange parce qu'il reste un quart d'heure de pause. Alors, merci de votre attention.